Alors, on a déjà été présenté, donc je ne vais pas me représenter. Donc, on va vous parler un petit peu d'éducation thérapeutique du patient, ce qu'on appelle ETP. Alors, l'éducation thérapeutique du patient, on met dans l'ordre. L'éducation thérapeutique du patient, comme ça a été dit dans la vidéo, ça va vraiment viser à aider les patients à acquérir ou maintenir des compétences dont ils ont besoin, finalement, pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. Donc, pour être plus simple, ça serait pour répondre à la question « Comment vivre au mieux avec une maladie rythmique héréditaire ?» Alors, pour faire un petit peu au niveau, revenir un peu en arrière, l'éducation, enfin le concept d'éducation thérapeutique est né maintenant il y a quelques années, hein, c'était en 2009, avec la réforme sur la loi ce qu'on appelle la loi HPST, donc hôpital, patient, territoire et santé. Et en fait, effectivement, ce concept est arrivé là et c'est ensuite, j'allais dire, développé pour favoriser la prise en charge dans toutes les maladies chroniques. Et puis, en fait, c'est finalement devenu une priorité de santé publique. Alors, l'éducation thérapeutique, elle est accessible à tous les acteurs qui vont graviter autour du patient, c'est-à-dire ses proches, sa famille, le médecin généraliste et tous les professionnels de santé aussi extérieurs. Alors, l'ETP, en fait, c'est quoi? C'est une démarche qui va être basée sur la compréhension des besoins et des attentes du patient et des proches, en s'intéressant finalement à toutes les dimensions, les multiples dimensions de sa vie, qu'elles soient personnelles, sa vie familiale, professionnelle et aussi sociale. Donc, en fait, ça serait mieux vivre sa vie, en fait, dans toutes ces dimensions. Alors, pour faire simple, ça c'était un peu plus théorique. En pratique, comment ça se passe? En fait, l'ETP, c'est vraiment une autre relation de soins qui va être centrée sur le patient, sur ses préoccupations, et dans lequel, en fait, nous, l'équipe, on va essayer de l'accompagner tout au long de son parcours de soins et dans un parcours de soins global, finalement. Alors, concrètement, c'est en fait un partage d'expériences, de vécu, c'est un temps d'écoute dans des endroits assez conviviaux, pourquoi pas autour d'un café, d'un thé, et pour effectivement donc les patients et les proches, avec une écoute bienveillante. Et donc, autour d'activités qui vont être organisées, qui sont plutôt créatives et ludiques finalement, mais sans oublier qu'il y a toujours des objectifs thérapeutiques à atteindre, que nous sommes fixés, dans un temps imparti, c'est ça le plus difficile finalement, et pour atteindre en fait des compétences qu'on va voir ensuite. Donc, dans le but toujours, c'est de maintenir et d'améliorer la qualité de vie. Alors, comment ça marche en fait l'ETP? C'est quelque chose qui est très réglementé finalement, qui fait partie d'un cahier des charges. Il y a 4 étapes. Il y a l'étape, ce qu'on appelle du diagnostic éducatif ou encore bilan éducatif partagé. Il y a plusieurs termes aussi employés. Ensuite, il y a un programme d'activité personnalisé, des ateliers individuels et ou collectifs et une évaluation. Je vais y revenir après. En tout cas, nous, on fait partie d'un programme ETP qui s'appelle TEMARA, pour éducation thérapeutique des patients porteurs d'une maladie rare, donc maladie rare en fait en général, et nous on a développé avec Adeline plus spécifiquement en fait les maladies rythmiques héréditaires. Donc il y a toujours une autorisation qui doit être sollicitée et demandée en fait et validée surtout par l'ARS, l'Agence régionale de santé, et du coup nous on a déposé le dossier, on a obtenu cette validation le 30 août 2021 et on a effectivement mis en pratique après au niveau de notre centre de référence les ateliers à partir de décembre 2021. Alors, l'ETP, elle est réalisée par qui? Elle est réalisée par des professionnels de santé qui sont formés spécifiquement à ce qu'on appelle la démarche éducative. Et en fait, on est aussi formé finalement aux techniques de communication et à des techniques pédagogiques vraiment spécifiques. En pratique, et pour faire un peu plus simple, en fait, un diagnostic éducatif, c'est quoi? C'est un entretien qui va avoir lieu entre le patient et le professionnel de santé, à peu près environ 30 minutes, 45 minutes. Après, ça dépend encore une fois des besoins du patient qui vont être exprimés à ce moment-là. Finalement, c'est possible en présentiel et depuis peu, alors, suite à la pandémie, effectivement, maintenant, c'est possible aussi en distanciel. Alors, soit par téléphone, soit par visioconférence. Effectivement, pour l'avoir maintenant testé, tout le monde préfère éviter de se déplacer. Et puis, donc, on a quand même vraiment développé cet outil-là aussi. La proposition, en fait, des ateliers, alors le plan d'action, enfin, le plan personnalisé est fait à la fin du diagnostic éducatif avec le patient. Et ensuite, on lui propose de participer à des ateliers. Alors, ateliers collectifs ou individuels, c'est vrai que pour nous, on a mis en place de suite des ateliers collectifs. Pourquoi? Parce que le principal objectif de TEMARA, en fait, c'est effectivement déjà de rompre l'isolement parce qu'on est dans le cadre des maladies rares, donc forcément. Mais on peut aussi proposer des ateliers individuels à la demande et en fonction des choix des patients.
Et la dernière étape, on l'a dit, donc c'est les évaluations. Alors elles sont doubles, hein. C'est les évaluations des participants pour voir si nous, on a effectivement obtenu nos objectifs éducatifs et si les compétences ont été atteintes. Mais surtout aussi une évaluation des patients, car ils nous évaluent, nous, en tant qu'éducateurs, pour pouvoir en fait réajuster à chaque fois nos ateliers et pour pouvoir effectivement, pourquoi pas, les réajuster et les améliorer surtout. Donc, à quoi servent les ateliers? Donc, vous l'avez compris, c'est vraiment à apprendre, comprendre, échanger les différents points de vue en fait sur toutes les dimensions finalement de la vie du patient. Et en fait, on a deux compétences dans l'éducation thérapeutique. On a deux compétences à développer. Ça s'appelle les compétences d'auto-soin et les compétences psychosociales. Alors, les compétences d'auto-soin, on les appelle aussi les compétences dites de sécurité. C'est des compétences qui vont viser vraiment pour le patient en fait à s'adapter aux situations de la vie quotidienne avec sa maladie. Et c'est aussi et surtout, ça va viser à ne pas mettre la vie du patient en danger. Alors, pour un des exemples concrets, dans nos ateliers d'éducation thérapeutique, avec Adeline, on va proposer, par exemple, pour les différents syndromes tels que le Brugada ou le QT long, la liste des médicaments contre-indiqués, enfin la connaissance de la liste des médicaments contre-indiqués, ça va être de lutter contre la fièvre pour le syndrome de Brugada, ça va être la sensibilisation, on en a parlé effectivement, aux gestes qui sauvent pour les patients, mais aussi pour les proches et la famille. Donc voilà, ça va être toutes ces compétences vraiment qui vont être spécifiquement développées dans nos ateliers. Pardon. Et du coup, les compétences psychosociales, je vais laisser la parole à Adeline qui va maintenant vous en parler. Merci. Du coup, les compétences psychosociales, c'est un grand mot. Finalement, ça va être toutes les émotions qui vont être suscitées par le diagnostic d'une maladie génétique. Ça va être les représentations par rapport à la maladie, le vécu, et donc comment faire pour vivre avec, comment faire face à ces émotions, comment faire évoluer ces représentations. Et ça, c'est aussi les ateliers collectifs qui permettent ça, c'est vraiment de pouvoir échanger autour de son vécu et de ses représentations, et donc faire évoluer ces représentations. Donc, les compétences de sécurité ou d'auto-soin et les compétences psychosociales doivent logiquement amener à devenir acteur de sa pathologie et mieux vivre au quotidien avec la maladie. C'est vraiment l'objectif des ateliers. Alors là, c'est un peu un récapitulatif de ce que Cécile a dit auparavant. Moi, je vais plutôt m'attarder sur l'image du puzzle. C'est une image qu'on a choisie avec Cécile et qui nous paraissait importante parce que chacun amène finalement une pièce de puzzle, autant les éducatrices, donc Cécile et moi, ou les éducateurs plus largement dans l'éducation thérapeutique, que les participants. Chacun a sa pièce du puzzle et on construit un nouveau puzzle ensemble. Donc c'est vraiment un travail coopératif entre les éducatrices et les participants. On est vraiment dans une relation équilibrée. Les patients amènent leur vécu et les proches, leur vécu, leur représentation par rapport à la maladie en fonction de... Je suis trop près. Pardon. En fonction du coup de ce qu'ils ont vécu par rapport à l'annonce de la maladie, par exemple. Et nous, on a nos connaissances, nos compétences en tant que professionnels. Donc, on a cette richesse avec Cécile d'allier ses compétences d'infirmière et mes compétences de psychologue. Et donc, chacun apporte et produit. On a des productions d'ailleurs qu'on ne vous a pas affichées, mais qu'on pourra vous montrer. Voilà, on a des productions ensuite par exemple, sur le syndrome du QT long, sur le syndrome de Brugada. On construit ensemble. Mais qu'est-ce que la maladie? On a aussi des ateliers de photolangage pour parler autour du vécu et de ses représentations. En termes de bénéfices, qu'est-ce qu'apporte l'éducation thérapeutique? Du coup, ça va être vraiment dépendant pour les patients des besoins initiaux qu'ils ont formulés. C'est vrai que les bénéfices, ils sont assez individuels. Chacun va y trouver son compte. Merci Aude. On sait du coup, le bénéfice, il est double à la fois pour les patients et pour les professionnels. C'est vraiment cette transformation de la relation. La relation s'équilibre. Nous, dans nos ateliers, c'est vrai qu'on tombe les blues avec Cécile. On est là pour apprendre avec vous. Ouais. Que la blouse, je vous rassure, parce que je vois les réactions des médecins devant. Et voilà, vraiment pour transformer la relation en une autre relation de soins, mais pour chacun avoir justement cette pièce de puzzle un peu dans une relation équilibrée.
L'un des bénéfices principaux pour nos patients, c'est de rompre l'isolement. Dans les maladies rares, le mot rare veut tout dire. Donc, se retrouver, échanger avec des personnes qui ont la même pathologie que soi, ça permet de ne pas se sentir seul. Par exemple, ça peut aussi reprendre confiance en soi suite à l'annonce du diagnostic, mais là aussi, je vous disais, c'est assez individuel. C'est être sensibilisé aux gestes qui sauvent, et ça, c'est un enjeu de santé publique, et c'est aussi l'une de nos missions au sein du centre de référence. Alors, je pense que c'est pas le premier message que vous entendez depuis cette matinée, donc je ne vais pas m'y attarder dessus. Pour les professionnels, c'est de travailler en équipe pluridisciplinaire. On a cette chance ici à Bordeaux de travailler en binôme toutes les deux avec Cécile sur nos ateliers d'éducation thérapeutique. On construit ensemble nos ateliers. On a un vrai échange et on travaille aussi avec les médecins qui valident bien sûr les messages clés qu'on va pouvoir dire lors de ces ateliers-là. Ça va nous permettre aussi de mieux comprendre ce qui se passe pour les patients, pour les proches, ce qu'ils vivent, comment ils se représentent la maladie, et ça permet aussi de porter un peu votre voix auprès des autres professionnels de santé. Ça va aussi être en dernier un double bénéfice de lien qu'on peut faire avec la ville. Il faut savoir qu'on va vous demander l'autorisation en fin de parcours d'atelier thérapeutique de prévenir votre médecin traitant et ou votre cardiologue de ville que vous avez participé à ces ateliers d'éducation thérapeutique. Ça permet vraiment d'avoir un suivi global, une prise en charge globale et de faire du lien entre la ville et l'hôpital. Donc, c'est un double bénéfice pour nous d'être en lien avec les médecins traitants et les cardiologues de ville, et vous, que la ville soit au courant de ce que vous faites aussi à l'hôpital. Donc là, on vous a fait un aperçu de nos ateliers. Donc, on a ciblé 3 pathologies, le syndrome de Brugada, le syndrome du QT long et la dysplasie rythmogène du ventricule droit. Pour ces 3 pathologies, on a à chaque fois 2 ateliers, l'un sur la maladie, l'un sur le traitement. Donc, c'est un peu sur le même format. Par contre, le contenu, bien sûr, vous en doutez, va évoluer en fonction de la pathologie dont on va parler. On a ensuite un dernier atelier qui est ce qu'on appelle un atelier transversal, où là, on peut être amené à le proposer, toutes pathologies confondues. Parce que le stress, ça ne concerne pas que le syndrome de Brugada, ça peut tous nous concerner potentiellement. Et du coup, voilà, c'est vraiment là un atelier focalisé un peu sur ce qu'on appelait les compétences psychosociales. C'est vraiment comment faire face à des situations stressantes et comment réagir et comment vous aider au mieux à gérer ces situations. Alors maintenant, vous vous demandez peut-être, est-ce que ça me concerne? Est-ce que finalement, je vais pouvoir avoir accès moi aussi à des éducations thérapeutiques du patient? Bien sûr. Dès que vous en éprouvez le besoin, dès que vous sentez que vous avez des questions, que vous avez besoin de parler de votre vécu, de rencontrer d'autres patients, vous pouvez vous adresser à nous. Donc, on vous a mis l'adresse de notre centre de référence du CMARI. L'objectif de cette journée, c'était aussi d'identifier Cécile et moi qui sont les référentes ETP dans notre centre de référence. Vous avez aussi une plaquette qu'on vous a remis dans votre tote bag qui reprend ce qu'on vient de dire. Et donc, voilà, si à l'issue de cette journée, à un moment donné, vous en éprouvez le besoin, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous. Merci beaucoup. Merci.